Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Ici Magali Lagumaltais au micro cette semaine, entourée encore une fois de merveilleux collaborateurs. Tout d'abord, il y a Isabelle Dufour qui vient nous parler de ces femmes mystérieuses qui faisaient partie de la secte du fameux mathématicien et philosophe grec Pythagore. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ensuite, il y a aussi Philippe McCready qui vient nous parler des conséquences du 11 septembre 2001 sur la frontière américano-mexicaine. Bonjour Philippe. Bonjour. Et bien sûr, on retrouve comme d'habitude Mathieu Cordeau à la régie, mais qui nous fait aussi l'honneur de faire une chronique cette semaine sur un épisode de frénésie économique qui a frappé l'Empire allemand puis qui a créé une grosse crise financière par la suite. Mais tout d'abord, il nous offre une petite anecdote, là, j'ose plus dire fait cocasse, de peur que ce soit encore très macabre. Mais bref, bonjour Mathieu. Bonjour. Ben, en fait, celui de cette semaine, il est drôle. Incroyable. Pas vraiment aux autres. Mais en fait, aujourd'hui, je voulais... dans le fond, je viens vous parler justement de barbe. Et un certain Hans Steininger, puis ce certain Hans Steininger était au 16e siècle le maire de Braunau-sur-Linn. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est la ville natale d'Hitler. Puis sur le bord de la frontière maintenant. Mais à l'époque, cette ville-là faisait partie du territoire bavarois. Et puis, dans le fond, j'ai... comme dans une minute, la photo va arriver sur notre page Facebook. Puis... Puis, dans le fond, c'est la statue qui se trouve justement sur l'église de Braunau. Mais Hans était surtout connu pour avoir la plus longue barbe de la région. Et probablement aussi la plus longue de Bavière, je pense. Là. Elle mesurait 1,4 mètres de long. Mon Dieu. Et il la gardait normalement enroulée dans une sorte d'un petit étui en cuir. La question, c'est pourquoi? Ah, je sais pas. Peut-être qu'il était paresseux. Je sais pas si rendu là, on appelle ça plus de la paresse, là, 1,4 mètre. Puis, comme ça, juste un jour, en 1567, peinard, en marchant, il pile sur sa barbe. Fait qu'il se casse le cou, puis il meurt. Voilà. OK, ben merci Mathieu. Mon Dieu, on rit. C'est un peu plus joyeux cette semaine, mais bon, il y a encore mort d'homme, donc je sais pas, en histoire, on est peut-être un peu macabre. Et avant de passer le micro à Isabelle, j'ai une petite requête spéciale qui m'a été faite, donc je vais faire une petite annonce. Alors, ce soir à 19h30, il y a les professeurs Lise Roy et Benjamin Deruel qui organisent une conférence-concert pour souligner les 500 ans de la Réforme protestante, qui m'ont demandé gentiment de faire une petite annonce. Alors, si ça vous intéresse, venez nous rejoindre. C'est au 463 de la rue Sainte-Catherine-Ouest, c'est à l'église Saint-James. Donc, vous viendrez faire un tour si ça vous intéresse. Sur ce, je vous invite à faire un bond dans le temps avec Isabelle, qui se penche sur les femmes de science qui étaient les pythagoriciennes. Oui, donc bonjour et bon après-midi. Donc, on recule dans le temps, on retourne au 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans le fond, j'ai décidé de vous parler de Pythagore, qu'on connaît tous pour l'avoir quand même appris quelques formules mathématiques au secondaire, et aussi du fait que nous avons quelques traces, je dis bien quelques traces littéraires de femmes qui auraient écrit en fait sur la vision de Pythagore. Donc, inutile de vous dire que peu d'historiens se sont penchés sur le sujet et que durant de nombreuses années, plusieurs textes écrits par des femmes ont été remisés de côté ou tout simplement étiquetés comme étant écrits par des hommes qui avaient utilisé un pseudonyme féminin. Parce que les femmes, bon... Ça écrit pas, voyons donc. Voyons donc. Et voilà. Donc, même si quelques, en fait, précurseurs comme B. Buckert, C.J. de Vogel ou Peter Kingsley ont noté qu'il y avait une équité quand même assez exceptionnelle entre les femmes et les hommes dans la vision de Pythagore, n'ont pas vraiment voulu aller au-delà de cette affirmation. Donc, il a fallu attendre certains travaux novateurs, comme celui que j'ai utilisé pour faire la chronique d'aujourd'hui, donc celui de Sarah B. Pomeroy, Pythagorean Woman, où on discerne deux grandes vagues littéraires quand même, où on voit des femmes qui auraient écrit du vivant de Pythagore, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, et aussi une vague néo-pythagoricienne durant la période hellénistique. Donc, tout d'abord, on va commencer avec une petite biographie de Pythagore pour se mettre un peu en contexte. Puis ensuite, je vais vous parler de ces deux grandes vagues et en fait, on va voir un peu en fait la portée de cette participation féminine. Donc voilà. Donc Pythagore est né il y a très longtemps, au 6e siècle. Excusez-moi, j'ai pas écrit la date exacte. Il est né sur l'île de Samos et comme la plupart de ses disciples, il a voyagé vraiment un peu partout sur le territoire grec. Et puis il va se diriger vers la Magna Graecia, qui est la Grande Grèce, donc le sud de l'Italie, et il va s'établir en fait à Metaponto autour de 530 avant Jésus-Christ. Donc, il va vraiment... donc, Pythagoras, c'est un présocratique, donc une vague... Donc,
c'est un philosophe, si on peut dire, mais vous allez voir, au fur et à mesure, il était quand même assez spécial. C'est juste qu'il était avant, disons, l'apparition de Socrate. Exactement. Socratique. Hein? Oui, tout simplement. Il y a un avant et un après. C'est ça, oui, parce que Socrate change donc, tout. Et aussi, très important, il est passé à Crotone, je voulais bien le dire. Puis, c'est où je voulais dire... Ah oui, son nom, en fait, la racine du nom de Pythagore veut dire celui qui a été annoncé par la Pythie. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, il y a vraiment un aura autour un peu ésotérique autour de Pythagore, et ça fait aussi un peu partie de cette vague présocratique qui, en fait... la magie, la divination... était très lié avec le domaine religieux, oui, dans le fond. Tout à fait. La Pythie, c'est pas justement la personne qui, comme dans des sanctuaires comme à Delphes, là, va se mettre au-dessus de la fumée, là, puis avoir des visions. Oui, c'est celle qui va être possédée par... le souffle d'Apollon. Exactement, ouais. et qui va justement dire la pensée des dieux. OK. Donc voilà. Il y a déjà un élément mystique, là. Oui, vous allez voir, c'est très drôle. Donc, il fonda sa propre école de pensée, un peu comme le fit par la suite Platon et Aristote. Ses adeptes devaient être avant tout initiés, donc c'est pour ça qu'on parle d'une secte, parce qu'il y avait une initiation, et il y avait aussi un souci du secret. Donc, tout ce qui se passait au sein de la secte n'était pas divulgué à l'extérieur de celle-ci. Donc, on pense pas à des sectes modernes qui sont un peu extrêmes et tout. Oui, avec la pub. Il n'y avait pas de pub dans ce ouais, c'est ça. Donc, une fois qu'on était initié à la secte de Pythagore, on devenait des mathématiciens, d'où, en fait, l'origine du mot mathématique et aussi, en fait, les formules qu'ils vont faire avec les nombres, là, par la suite. Leur éthique repose surtout, là, ça va revenir, là, c'est vraiment un souci d'harmonie totale. Donc, il va vraiment se transposer sur toutes les sphères de la vie quotidienne. Donc, il y avait un régime alimentaire qui était vraiment proche du végétarisme, en fait. Ça, c'est intéressant, c'est drôle. Oui, c'est... Ça fait partie de la secte, dans le fond, c'est vraiment un mode de vie plus que juste une école d'intellectuels. Oui, c'est vraiment une vision, en tout cas, particulière. Il était aussi, dans le fond, leur recherche était vraiment tournée vers le cosmos, puis aussi, il y avait vraiment un désir d'encyclopédisme. Donc, c'est un peu, on voit des fois Pythagore comme un précurseur, ou en tout cas, quelqu'un qui aurait influencé les grands ouvrages qu'on connaît, mettons, d'Hérodote ou de Plutarque dans l'Antiquité. Donc, il est souvent aussi très bien vu de ces auteurs-là. On parle souvent de Pythagore comme le premier philosophe, en fait. Donc, comme je vous disais, ce souci de cet équilibre va se dirige, en fait, comme je disais, sur la diète. Il y avait une consommation d'alcool qui était modérée, donc tournée aussi sur les pratiques religieuses qu'il fallait faire régulièrement, et aussi sur les mœurs en général. Les excès étaient donc rejetés, la luxure et les beuveries étaient très mal perçues, et aussi la musique avait une place centrale dans la vie de tous ces gens. Ah ben au moins. Oui, donc il y avait de la musique. Au moins, il y avait de la musique. Oui, c'est ça. Au moins. Voilà. Donc, en grosso modo, le pythagorisme, c'est un système de vie, de pensée qui englobe la science, la morale, la politique et la pensée. Donc, c'est vraiment global, quand même. C'est aussi une philosophie qui est révélée, donc qui provenait des dieux. Il y avait une quête de sagesse absolue, permanente, omniprésente, qu'on ne pouvait pas vraiment atteindre. Mais que, dans le fond, on cherchait un principe, qui était aussi un principe fondamental. Et là, c'est là où on s'en va vers le côté un peu plus obscur de la chose, là, où on va, en fait, Pythagore était quelqu'un qui croyait à la réincarnation. Et, dans le fond, cette sagesse absolue se travaillait d'une vie à l'autre. Et, notamment, Pythagore se disait lui-même qu'il était à sa 4e vie. Ah. Donc, il a fait 3 vies, dont celle d'un marchand, en tout cas. Ça rappelle un peu l'orphisme après ça. Exactement. La vie, en fait, qu'on peut revenir du monde des morts. Et enfin, cette harmonie-là va aussi dans les mathématiques où, en fait, le nombre représente tout, unit tout. Et, en fait, c'est pour ça qu'il va y avoir certains calculs, là, notamment pour les angles droits, les angles obtus, tout ce qu'on a appris au secondaire. Sur les triangles. Voilà. Hypoténuse. Oui, exactement. Donc, voilà. Donc, maintenant, quel était le rôle des femmes dans cette secte-là? On sait que durant, là, on s'entend qu'on est vraiment dans la période archaïque, là. Donc, les femmes grecques étaient généralement, pouvaient atteindre un certain niveau d'éducation, de connaissance à travers les pratiques religieuses. OK, donc, comparé aux femmes pythagoriciennes, il devait avoir plus que ça, dans le fond. Oui, c'est ça. Là, on va aller au-delà des pratiques religieuses, en fait, des connaissances religieuses. Comme je vous disais, tu sais, Pythagore, il était un petit peu aussi
On pouvait parler aussi d'un culte de Pythagore. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines femmes qui ont dû se sentir un peu à l'aise envers cette secte-là. Donc, ça ressemblait énormément à un culte religieux. Puis, dans le fond, voilà. Pythagore a développé un programme éthique entre les rapports des hommes et des femmes, où, en fait, les femmes pouvaient accéder à des classes ouvertes, qui étaient publiques, et participer aux leçons aussi. Donc, elles étaient éduquées autant que les hommes. Ce qui représentait quand même une liberté hors du commun pour l'époque, surtout que ça me fascine toujours quand on parle du 6e siècle avant Jésus-Christ. Oui, c'est fou. Parce que l'éducation d'une fille normale à cette époque-là, tu sais, c'était vraiment la base la plus complète. Qu'est-ce que c'était, mettons? Ben, en fait, c'est tourné vraiment sur les capacités que devait avoir une femme dans le gynécée, au sein de l'Olcos, tourné vers vraiment quelque chose de privé. Là. Il y avait rien qui sortait en dehors. Donc, il y avait... C'est vraiment exceptionnel, autrement dit. Oui, exactement. Je pense que c'était plus... il y avait pas vraiment... Je pense pas qu'ils apprenaient l'écriture, tout ça, à lire. Là, je pense pas que c'était dans leur... Ils devraient apprendre à compter, non? Dans certains sens, ils font des... justement, des trucs de Pythagore et tout, là, non? Ah, ben oui. Dans la mais là, on secte, parle des femmes. On parle des femmes en général. En général. Ceux qui sont pas à l'école de Pythagore. Les pas pythagoriciennes, les autres. C'est ça. Donc voilà, mais somme toute, il y avait quand même une hiérarchie au sein de la secte et ces femmes étaient quand même pas égales aux hommes. Donc il y a quand même, faut pas travaille toujours. Oui, c'est ça, faut pas idéaliser la chose. Voilà. Donc, dès l'Antiquité, il y a eu des biographes, des gens qui se sont intéressés à la vie de Pythagore. Donc, disons, Jamblique, ou Iamblikos en grec ancien, qui ont vraiment fait une belle biographie, en fait, qui nous sert aujourd'hui. C'est une des sources les plus utilisées pour, justement, parler de Pythagore et des pythagoriciennes, évidemment. On sait qu'il y a 2 femmes qui étaient vraiment importantes autour de lui, donc sa femme qui s'appelle Théano et sa mère, qui vont le suivre dès le début, en fait, dès qu'il va commencer à bouger vers la botte italienne. Voilà. Oui, donc excusez-moi. Ça, c'était son périple vers la botte italienne. Exactement. Je mets de la musique pour harmoniser ma chronique. Une vraie pythagoricienne. Exactement. Donc, Jamblique ou Iamblikos, selon votre désir, a fait une liste de tous les membres de la secte et il a listé 218 hommes et 17 femmes qu'il spécifie à côté les femmes les plus populaires. Donc, on soupçonne qu'il devait en avoir davantage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi noté les cités d'origine de quelques-unes d'entre elles. Et on sait qu'il y en a plusieurs qui viennent de la région dorienne. Donc, Argos, Sparte, Achaïe. On peut peut-être faire des liens aussi avec le fait que les femmes ont quand même un certain... pas pouvoir, mais une certaine statut différent des autres régions. Mais on dénote aussi qu'il y a quand même les origines sont vraiment diverses. Donc, encore une fois, on peut voir une certaine ouverture. Voilà. La mère de Pythagore en tout cas, s'est démarquée surtout lorsque Pythagore faisait ses transes publiques et dans le fond, elle rajoutait beaucoup. Elle supposément aussi qu'elle prenait en note en fait toutes les expériences antérieures, des vies antérieures de Pythagore et qu'elle, dans le fond, elle aidait vraiment beaucoup à faire ses performances. Et dans le fond, on sait que dans le fond, sa femme aussi a écrit un traité qui s'appelle De la piété, où elle va mettre de l'avant en fait le bon comportement des femmes que devraient avoir les femmes en général, dont celui de s'adapter au comportement de son mari, qu'elle pouvait utiliser son propre jugement, faire ses propres choix. Mais ça, par exemple, c'est quand même oui, c'est ça. C'est très cool. Oui, et que dans le fond, ces qualités, en fait, les bonnes qualités recherchées sont le fruit d'une bonne paideia, donc une bonne éducation, et qui inclut l'apprentissage d'un logos, donc du logos de la connaissance. Donc, c'est vraiment tourné. Donc, les femmes devaient être quand même assez performantes au sein de la poésie, des mathématiques et de la philosophie, ce qui est quand même exceptionnel pour le 6e siècle avant Jésus-Christ. On le répète. Oui. Et ce qui est fait étonnant quand même, c'est que durant la Renaissance, dans l'éducation, on nommait ces femmes Théano et la femme la mère de Pythagore, comme étant des femmes très éduquées. Ça s'est comme un peu perdu. Alors, par la suite, il y a comme eu une perte en fait, d'intérêt, je dirais, envers ces femmes-là. Petit éditorial de l'époque qu'ils ont mis. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça convenait pas. Elle n'était plus des dans modèles. Le cursus, c'est ça. Exactement, on fait des choix. Des femmes qui pensent, c'est dangereux. Oui, exactement.
Et bon, pour finir un peu sur cette première vague-là, parce qu'il faut que je finisse un jour, contrairement à Sappho, qui est qui est un peu la précurseur de la poésie lesbienne, et Aspasie, qui était une prostituée, ben ces pythagoriciennes ont été davantage bien perçues, notamment par le fait qu'elles sont parvenues à une production littéraire. Donc, on a quand même le traité de la piété, par exemple, on l'a. Et une production littéraire et intellectuelle sans emprunter une conduite vulgaire ou dépravée, donc qui restait quand même dans les normes sociales. Et elles sont restées comme vertueuses grâce au savoir, ce qui est exceptionnel. Donc, il y a d'autres femmes aussi qui ont écrit par rapport à la vision pythagoricienne, mais celles-ci l'ont fait beaucoup plus tard. Donc, on a eu une vague de néo-pythagorisme durant la période hellénistique. Donc, encore une fois, on voit encore une vision d'harmonie. L'orphisme, en fait, les liens avec la réincarnation refont surface aussi, mais dans un contexte social différent. Celles-ci ont été vraiment plus oubliées que les premières. Dans le fond, la seule personne qui va en parler, ça va être Jean Estobé au 5e siècle. Et ça tombe dans l'oubli jusqu'au 16e siècle, avant qu'un, je ne sais pas qui, un moine, je pense, en tout cas, quelqu'un va en fait publier les traités sur les femmes illustres. Et là, c'est le seul moment où ces femmes-là refont surface un peu de l'histoire, si on veut. Donc, on a retrouvé un corpus littéraire là, donc sur ce courant néo-pythagoricien et on a discerné 23 pages sur 245 qui auraient été écrites par des femmes. Donc c'est quand même assez important quand même, 23 pages. Écoute, mais c'est un dixième de la chose, ce qui est quand même pas pire pour l'époque. Hein. Ben oui. Ben, c'est qu'est-ce qui subsiste aussi. Il devait en avoir beaucoup plus. Exactement. Donc c'est quand même une proportion à prendre en ligne de compte. Et dans le fond, c'est dans ces traités-là, ces femmes vont évoquer les fondements du pythagorisme, comme j'ai élaboré plus tôt, et ils vont vraiment miser sur leur mise en application de ces fondements-là dans le quotidien. Donc il existe quand même des points communs avec les visions platoniciennes et aristotéliciennes qui sont venues après, donc suite à la mort de Pythagore, mais elles se distancent sur 2 points. Donc, tout d'abord, la réincarnation et aussi le fait que même si elles provenaient sûrement de l'élite sociale, ben elles n'étaient pas des citoyens. Donc, elles vont davantage mettre les fondements dans la mise en pratique au quotidien. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ensuite, voilà, donc somme toute, elles ont quand même utilisé la méthodologie philosophique et scientifique, donc c'est pour ça que les historiens vont quand même, bon, on n'a pas leur nom, malheureusement, mais vont quand même les qualifier de philosophes quand même, en tout cas, ou de participants à ce mouvement. Donc, somme toute, ces femmes mettent de l'avant le rapport femme-sagesse dans une perspective novatrice puisqu'elle donne une valeur positive à la place de la femme au sein de l'éducation, de la science et de la philosophie. Mais on remarque également que leur réflexion reste tout de même ancrée dans un cadre traditionnel, donc toujours en lien avec leur tuteur. Et voilà, et il reste tout de même considérable d'observer leur participation active dans des domaines comme la science et la philosophie qui ont été souvent perçus comme hermétiques et masculins. Ouais, tout à fait. Mais je suis vraiment contente que tu aies fait la lumière sur ces femmes vraiment exceptionnelles. Hein. On n'entend pas souvent parler des femmes en Antiquité, en histoire pas vraiment non plus. Donc, sur ce commentaire hautement éditorial, je te remercie Isabelle. On va se retrouver après la pause pour la chronique de Mathieu sur le Grunderzeit, hein, cette période de frénésie. Excusez mon allemand. Est-ce que je l'ai bien dit, Mathieu? C'est correct. OK. Alors, on se quitte pour un petit intermède musical. On va écouter la pièce Silver de Wakahachi, qui est au numéro 1 du palmarès anglophone de Choc cette semaine. Turning, I went out in the storm.
Bonjour tout le monde, on retourne à Histoire de passer le temps. C'est encore Magali à l'animation et on revient en force, ni plus ni moins, avec une chronique de Mathieu sur un épisode de bouillonnement économique et suivi d'une longue crise qui est survenue en fait dans l'Empire allemand de la fin du 19e siècle. C'est bien ça? C'est bien cela, oui. En fait, après la fondation de l'Empire allemand. Ah. Puis, ben oui, ça en fait, aujourd'hui, je voulais un peu boucler la boucle, comme on dit. J'ai parlé de la fondation de l'Allemagne le 22 septembre, puis du bras de fer entre Pape Pie IX puis Bismarck dans ce qu'on a appelé le Kulturkampf la semaine passée. Alors, je crois que ça tombait sous le sens de parler, que je parle en fait du Gründerzeit, ou Gründerjahre pour année. Et puis, ben, comme d'hab, ben, je vais vous faire une petite précision terminologique pour expliquer certains termes. Pas seulement parce que ça demande en allemand, entre autres. Mais c'est surtout aussi que, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai toujours trouvé que les Allemands aimaient bien débattre de la signification des mots. Puis, ils sont toujours en train de débattre comme quoi que le mot est pas assez précis à leur goût pour telle affaire. Donc, j'aime mieux aller là-dessus. Puis, justement, des fois, ça fait des faux amis, des fois, quand il y a des traductions. Des fois, puis, puis des fois, justement, le concept, comment je peux dire, la simple traduction ne rend pas assez compte du concept, donc c'est pour ça que j'aime mieux faire ça. Puis tu sais, pas juste ça aussi, c'est aussi que... Bon, je vais vous dire que c'est un peu de l'histoire conceptuelle, puis c'est un courant historiographique allemand, donc c'est genre de Begriffsgeschichte, donc je vous surprends pas que c'est eux qui aiment bien débattre des mots puis dire des trucs comme ça. Donc c'est ça, donc je commence avec... Fait que c'est quoi? c'est ça. Voilà, donc, Gründer veut dire littéralement fondateur. C'est pour cela qu'on parle souvent du Gründerzeit comme étant l'époque des fondateurs, Zeit voulant dire temps ou époque dans ce cas-ci. Or, le fondateur ici ne réfère pas à la fondation de l'Allemagne, mais plutôt à la fondation d'entreprise. Donc, en fait, Gründerzeit voulait plutôt dire à l'époque des entrepreneurs, en fait. Puis, en plus, pour compliquer le tout, entrepreneur, dans ce cas-ci, a un caractère péjoratif, car il renvoie à des entrepreneurs qui ont réussi à s'enrichir rapidement grâce à la spéculation. Donc, mettons un mot encore plus précis, même si c'est pas la traduction exacte, ce serait plus parvenu. Ah. L'époque des parvenus. Exact. Ça serait à peu près plus ça. Puis dans le fond, c'est ça. Donc, le concept de la période Gründerzeit en soi, il y a vraiment une différence aussi entre quand on l'entend en histoire, en architecture ou en économie. Ouf. Puis donc, le Gründerzeit en histoire, c'est très précisément surtout les 3 premières années, mettons, voire les 28 premiers mois d'existence de l'Empire allemand. Et on considère plutôt le mot fondateur pour parler d'État que de compagnie. Là qu'on parle d'histoire, par contre. Puis, de l'autre côté, il y a en architecture. En architecture, il y a le Gründerzeit-Stil, donc style du Gründerzeit, qui est un peu la branche allemande du courant architectural de l'historicisme. Donc, une espèce de mélange pas mal de tous les styles, en fait. Puis, dans le fond, tout ce que vous allez voir avec néo-gothique, néo-baroque, néo-renaissance, donc ça englobe tout ce qui est historicisme. Puis, sa périodisation aussi est assez floue. Donc, on parle de 1871 à 1890, ou des fois 1871 à 1914. Donc, en gros, c'est tout. Puis pour, mettons, bien spécifier, c'est plutôt tous les grands édifices que vous allez voir avec des belles façades en Europe, surtout en Europe allemande, qui ont été construites pendant l'époque de l'Empire allemand. Ça vient du Gründerzeit. En tout cas, ceux qui n'ont pas été bombardés. Ouais. C'est vraiment un concept vaste. Ouais, vraiment. Puis, bien sûr, en économie, Gründerzeit serait plutôt de 1850, donc l'après-printemps des peuples, jusqu'à 1873, la crise économique de 1873. Puis, sans trop entrer dans des concepts économiques, cette période correspond à la phase prospérité du cycle de Kondratiev. Puis dans le fond, c'est quand une nouvelle technologie change la société, bon ici c'est le chemin de fer, et qu'elle soutient une croissance soutenue sur le long terme. Genre mettons en 2017, là, on pourrait parler de croissance soutenue depuis plusieurs années avec l'Internet en fait. Donc ça serait ça. Puis après, quand c'est saturé, ça tombe. Bref, en tout cas, en gros, on peut dire que le Gründerzeit, c'est une époque de grande prospérité, suite à la création de l'Empire allemand, et aussi surtout au versement du tribut de guerre que l'Allemagne exige de la France. Donc après la défaite de la France, ils vont exiger 5 milliards de francs payables dans une nouvelle monnaie, l'étalon or, le Mark or, ou Goldmark en allemand. Est-ce que c'est une somme qui a aucun bon sens, que c'est une somme énorme pour l'époque ou c'est 25% du PIB français de 1850. Oh my god. Ouais. C'est assez gros. C'est vraiment violent. C'est très gros. Puis c'est pas le traité de Versailles, mais... c'est ça en fait. C'est beaucoup d'argent. Puis en fait, c'est les troupes allemandes vont occuper la France jusqu'à ce que le dernier franc soit payé. Wow. Fait que quand on vient avec les trucs de l'entre-deux-guerres, là, où est-ce qu'ils voulaient pas que les Français contrôlent la roue, en tout cas, ils ont fait ça avant aussi, il faut dire. Puis en plus de ça, donc ça leur coûte 25% de leur PIB, mais en plus, ils perdent leur région la plus industrielle, qui est l'Alsace. Ah, bon. Puis dans le fond, pour financer ça, ce que la France va faire, c'est qu'elle va émettre 5 milliards de francs d'emprunt sur le marché obligataire, et ils vont payer ça en 2 ans.
Wow. C'est quand même fort. Puis alors que l'Allemagne a seulement fini en 2010 de payer ses dettes de la Première Guerre mondiale. De la Première Guerre mondiale. La deuxième n'est pas finie encore. Hé, Mato. Et pourtant, l'Allemagne est un pays riche en ce moment. Donc, c'est terrible. Alors, l'affaire, c'est que les 5 milliards d'argent neuf dans l'économie, ça passe pas inaperçu. Bon, je ferai pas aussi une numération de chaque marque or qui a été utilisée, mais en gros, 84 millions vont aller dans un fonds impérial pour les entreprises, 24 millions dans la construction du Parlement allemand, le Reichstag, 172 millions pour financer les projets ferroviaires. Donc, conjugué à ça, il y a aussi des libéralisations sur les lois, tout ce qui a rapport aux sociétés par action. Et nous avons fait le parfait mélange pour un solide buzz économique et boursier. Dans le fond, si on prend juste comme la Prusse, en fait, en 1867 et 1870, il s'est créé 88 entreprises. Toujours en Prusse, entre 1871 et 1873, il s'en est créé 928. Wow. Donc, c'est plus que 10 fois. Et dans le fond, c'est aussi pour dire justement que... Dans le fond, c'est ça qu'on peut vraiment comme constater, c'est quoi ce boom-là. Puis on considère aussi le Gründerzeit comme étant la période aussi où que la bourgeoisie prend un peu le pouvoir culturel en Allemagne. Donc c'est plus l'aristocratie que le pouvoir culturel en Allemagne, c'est la bourgeoisie qui prend le pas. C'est comme si tout le monde s'était dit c'est vraiment le bon temps de lancer mon entreprise, fait qu'on le fait tout en même temps, puis là, ça fait une exact. grosse En fait, c'est ça, c'est de la prospérité justement, la croissance amène, puis les gens, c'est le temps d'investir ou c'est le temps de partir son truc, puis on va faire un ben de pognon. Mais tout le monde en même temps, fait que c'est ça l'affaire. C'est ça le problème. Puis c'est un peu, on pourrait comme aussi dire, en plus de cette époque-là, justement, quand la bourgeoisie prend le pouvoir culturel, en plus, c'est aussi l'âge d'or du libéralisme classique. Donc, tout ce qui vient justement des autres théories, genre, qui ont été élaborées au début du 19e siècle. Puis, donc, c'était un petit peu aussi dans l'ère du temps. Zeitgeist. Puis ça, c'était pour les 28 mois entre la fondation de l'Empire et la crise boursière de mai 1873. Puis pour ce qui est des causes de la crise, en fait, elles sont nombreuses. Elles sont aussi nombreuses que le nombre d'économistes qui s'obstinent dessus. Mais pour certains, dont Charles Kindleberger, qui est un Américain, sans fond, c'est le stimuli insufflé par les indemnités françaises dans l'économie qui va pousser les investisseurs allemands à investir chez eux. Et qui va surévaluer les actifs allemands. Or, le problème, c'est pas que 5 milliards qui sont rendus directement injectés dans l'économie, parce qu'il y en a qui vont aller dans des trésors de guerre et des trucs de même. Donc, il est peu probable que ce soit juste ça qui soit la cause. Puis selon un autre économiste américain, Scott Mixon, ce serait plutôt la monnaie allemande précédente, le thaler, était sous-évaluée. Puis quand on arrive avec le mark or, avec une valeur étalon or, aussi, ça va monter la valeur. Puis ça rend plus rentable pour les Allemands d'investir en Allemagne. Parce qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils investissaient dans des compagnies opaques de chemin de fer aux États-Unis. Puis là, vous comprenez que s'ils enlèvent leur financement aux États-Unis pour l'investir en Allemagne, en tout cas, ça s'en vient. Puis au final, en fait, c'est ça, c'est que ça va absorber en fait tout le capital domestique disponible en Allemagne. Puis en fait, c'est ce qui concerne l'Allemagne. Mais le problème, c'est que la crise, elle vient pas d'Allemagne. Elle vient de Vienne. Puis ainsi... en fond, la crise commence 8 jours après l'ouverture de l'exposition universelle de Vienne, le 1er mai 1873. C'est plate pour la fête, hein? Ouais, ça brise le party. En fait, cette exposition-là, c'était supposé démontrer que l'Autriche était toujours dans l'éclat d'une puissance européenne. Bel échec, oui, vraiment. Puis entre le 8 et le 9 mai, il va y avoir plus de 100 banques autrichiennes qui vont faire faillite. Mon Dieu. Parce qu'ils seront incapables de payer les prêts hypothécaires qu'ils avaient contractés. En quelques jours seulement, là, donc c'est intense. Ouais. Puis après, elles vont tous se suspecter de pouvoir se rembourser parce qu'ils tombent toutes. Il y a personne capable de rembourser. Et dans le fond, ils vont justement avoir une espèce de climat de méfiance entre les banques. Puis dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va faire augmenter les prêts interbancaires. Ils vont juste exploser. Donc, les hypothèques aussi. Puis, dans le fond, ça va se déplacer par la suite vers la bourse de Berlin, puis vers Paris, puis vers Londres. Et maintenant que, depuis 1858, il y a un beau câble télégraphique qui passe sous l'Atlantique, puis qui peut se rendre à New York, bien, ça peut se rendre à New York aussi, cette affaire-là. Fait que la crise va toucher, par contre, New York en septembre. Puis, en fait, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la panique de 1873. Puis, c'est vraiment on observe que c'est vraiment la première... vraie crise internationale parce que justement les moyens de communication sont rendus modernes, puis c'est dans le fond les informations vont se transmettre vraiment rapidement. Donc c'est ce qui aide en fait à... Puis comme je vous dis après, dans le fond les Allemands ont retiré leur argent pour le mettre en Allemagne, donc cet argent-là était plus aux États-Unis, donc ça a créé aussi des problèmes aux États-Unis. Donc c'est vraiment cette internationalisation du marché qui fait que maintenant quand une crise arrive, ben elle est mondiale, puis ça touche pas mal tout le monde. C'est fou comment le paiement d'une rançon de guerre a fait ça, finalement. Oui, ben c'est fou. Ben, la Première Guerre mondiale, puis qu'est-ce qui va arriver entre l'entre-guerres, c'est un peu ça, en fait. Ouais. C'est que
tout le monde, en fait, c'était que l'Allemagne devait de l'argent à la France, la France devait de l'argent à la Grande-Bretagne, Grande-Bretagne devait de l'argent à New York, puis dans le fond, New York voulait se faire payer par tout le monde. Fait que dans le fond, toute la chaîne de paiement arrivait jusqu'aux Allemands qui disaient, ben nous, on peut pas payer. Fait que là, ça a influé sur toutes les économies de tout le monde. Puis, ben c'est ça, en fait. Puis là, ce que ça va faire dans ce cas-là, comme aussi avec... quand ça va arriver en 29, ben ça va créer une récession. Puis dans le cas de celle de 1873, ça va faire une récession mondiale de 23 ans. Ça va vraiment être longtemps. Puis on l'appelle justement la Grande Dépression, dans le fond. Puis ça va durer jusqu'en 1896. Puis pourtant, quand on imagine cette époque-là, c'est comme la belle époque en France. Puis l'économie va bien. Mais non, à cette époque-là, il était en période de ralentissement économique, en fait. Donc ça. Puis aussi, dans le fond, l'expression, on dit un crash boursier avec un corps. Mais ça vient justement de cette époque-là. C'est ça, celle de 1873, c'est un mot allemand qui signifie vacarme. Okay. Puis est-ce que, comme la bourgeoisie avait commencé à prendre plus de place et tout, est-ce que ça va nuire justement à la place de la bourgeoisie? Est-ce qu'ils vont comme régresser en tant que classe? Parce que... Non, comme ça l'a jamais fait trop de mal au capitalisme, toutes ces crises-là. Ça va faire pareil, en fait. Pour eux autres, c'est mieux ça que, dans le fond, des seigneurs féodaux qui ont des serfs. Donc, c'est toujours un peu dans du temps. Puis c'est comme si se disait, c'est ça. Ah ben. Puis en fait, en plus, juste pour ajouter au malheur de la ville de Vienne, il y a une épidémie de choléra pendant laquelle qui va se déclencher. Puis ça va faire plusieurs milliers de morts. Quand il n'y a rien ça qui va bien en Autriche-Hongrie. Oui. Eh ben. Et voilà. C'est bien. Oh mon Dieu, mais merci d'avoir démystifié tout ça, Mathieu. Hein, surtout qu'on pensait que grande crise s'arrimait avec crash de 1929, mais maintenant on sait que c'est un phénomène déjà connu. C'est ça, c'est toujours quelque chose qui est périodique. Là. Normalement, ça arrive toujours à peu près tous les 10 ans. C'est une grosse, mais tu sais, une grosse, comme mettons celle de 2008. Avant ça, c'était 1929, puis avant ça, c'était 1973. Parce qu'il y a eu d'autres, mettons qu'on parlait justement des câbles transatlantiques, mais il y a eu d'autres crises. Il y en a eu une en 1866 aussi, mais elle n'était pas assez internationalisée parce qu'elle est un peu restée à l'Europe aussi. Donc, c'est ça les affaires. Mais là, maintenant, dans le fond, tous les marchés sont interconnectés. Puis ça fait un effet domino. Ouais, mais exact. Dans le fond, aussi, en fait, en termes de télécommunication, c'est... Attends, je retends mes notes pour le... C'est... Un instant... Ça, c'est les télécommunications. Ouais, exact, je parle de télécommunications. Non, d'abord, je l'ai pas écrit là-dedans, mais en 1871, en fait, on va connecter Londres avec Bombay, puis un an après, ça va être Londres puis Hong Kong. Okay. Dans cette époque-là, en fait, le monde est connecté par les télécommunications. En tout cas, Londres est connecté à travers son empire. Exact. Ouais. Donc, c'est ça. Puis je me demandais, en 1896, c'est quoi qui va stimuler l'économie, qui va faire arrêter cette récession-là? C'est un événement particulier ou... En fait, je pourrais pas dire. En fait, non. En fait, j'aurais vraiment pas de... Je pense que c'est juste après le temps, justement, l'économie a pris le dessus, comme un peu en ce moment. L'économie c'est graduel. Là, exact. Lentement le dessus parce que, justement... ça a juste été très long. Ouais, exact. Mais tu sais, comme là, en ce moment, on est en récession depuis 2008. Là, fait que ça fait quand même un petit bout, là. Non, j'avoue. J'y avais pas pensé. Ouais. Bon, alors, sur ce... avant de se lancer dans l'épineuse question de la... frontière entre le Mexique et les États-Unis avec Philippe, on va se quitter encore pour quelques instants de musique au son de la chanson Primitif de Mon Doux Seigneur, qui est numéro 3 du palmarès francophone de Choc cette semaine. Que faites-vous primitif dans le sens le plus sapien? Presque sens d'un nouveau mode de pensée. La plus belle avenue du monde n'est pas faite de pavés. La plus belle avenue du monde, c'est la main drag de ton esprit de Calais. Faut que tu payes pour écrire. Je plane dans ma vie. Quand je traque pas, je flâne entre ailleurs et ici. Damn, c'est seul à avoir les yeux ouverts ici. C'est juste moi ou c'est toujours l'hiver ici?
top de mon cheville. Un matin allongé dans les ondes de minuit. Y'a d'autres gens dans d'autres mondes qui vivent ce que j'évite. En tout cas, moi j'en souhaite une tabarouette de bonne journée. Quand tu fais ce que t'as à faire, peu importe what the fuck it is. Si j'pogne pour moi, je plane dedans la vie. Quand j'me plante pas, je flanque entre chez vous pis ici. Re-bienvenue sur les ondes de choc.ca pour ce dernier segment d'Histoire de passer le temps consacré à la gestion de la frontière américano-mexicaine après les événements du 11 septembre de 2001. Tu t'es lancé un défi, Philippe? Ouais, c'est un sujet assez large, mais c'est ça, je vais essayer de mettre ça assez concis. Là. On va essayer. Ouais. Donc, le 11 septembre 2001, c'est une conspiration. Non. non. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, je parle des conséquences que vont avoir les attaques du 11 septembre sur la frontière sud-ouest des États-Unis, c'est-à-dire celle qui les sépare du Mexique. Donc, tout d'abord, il faut comprendre, il faut se mettre en contexte à l'époque. Premièrement, cette frontière-là, c'est la frontière internationale la plus fréquemment traversée au monde, encore aujourd'hui. Beaucoup de commerces de part et d'autre. Elle s'étend sur environ 2000 milles, soit 3218 kilomètres. C'est de la frontière. Ouais, c'est beaucoup de frontières. Et traverse des déserts, des montagnes et longe le fleuve Rio Grande sur des centaines de kilomètres au Texas. En fait, c'est le fleuve qui délimite la frontière, qui sert de frontière naturelle, si on veut. À partir du Nouveau-Mexique, de l'est du Nouveau-Mexique jusqu'au golfe du Mexique, donc toute la frontière avec le Texas. Depuis les années 1990, l'économie mexicaine et l'économie américaine sont de plus en plus interdépendantes, surtout suite à la mise en place de l'ALENA, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. Que Donald Trump veut maintenant tasser. Oui, mettre de côté, renégocier en fait, parce qu'il juge que c'est injuste. Donc, depuis 1994 que c'est en place, mais il veut renégocier cette entente-là. Et ça va être avec le Canada, entre autres. Donc, c'est ça. Il y a une grosse interdépendance entre les deux économies. Montréal, c'est vos services, vos loisirs, votre ville. Le 5 novembre, et on est interrompu par une pub pour Montréal. Et donc c'est ça. Interdépendance de l'économie. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Interdépendance de l'économie américaine et mexicaine. Et on a aussi, depuis les années 90, particulièrement à partir de 1993-1994, un nombre croissant d'agents de la Border Patrol qui vont venir patrouiller dans la zone frontalière afin d'arrêter les migrants sans papier qui viennent souvent qui traversent vers les États-Unis pour travailler soit en agriculture ou dans les industries, les chantiers de construction, etc. Et aussi qui vont essayer de contrôler le narcotrafic. Parce que à partir des années 90, on a les cartels colombiens qui sont affaiblis et les cartels mexicains Pablo qui vont... Escobar. Oui, qui vont regarder prendre... Narcos. Oui, c'est ça. Regardez la prochaine saison de Narcos. Mais c'est ça, c'est les cartels mexicains qui vont un peu profiter de ce vide-là et qui vont traverser beaucoup de cocaïne, entre autres, et de cannabis par la frontière. C'est alors, dans ce contexte-là, que surviennent les attaques du 11 septembre 2001 qui vont venir chambouler le contexte international et national. C'est le début de la guerre contre la terreur sous George Bush, fils. Donc, bien sûr, l'immigration et la gestion des frontières vont particulièrement être touchées par ces enjeux antiterrorisme. Donc, suite aux attentats, tout l'espace aérien américain est complètement fermé pendant les jours qui suivent et seulement les vols cargo seront autorisés à partir du 14 septembre. Et ça va prendre encore plusieurs jours avant que les vols commerciaux reprennent. Aux frontières, il va y avoir des embouteillages monstres parce que l'effet des attaques va être un lourd resserrement des contrôles aux frontières, aux postes frontaliers. Donc,
on a des examens qui sont très longs, on questionne tout le monde, on est suspect de tout le monde. Et ça fait des embouteillages à n'en plus finir, des lignes d'attente qui finissent plus, surtout avec la frontière avec le Mexique, où on a beaucoup de transport commercial qui a lieu. Les infrastructures et les institutions qui ont été mises en place pour contrôler l'immigration et contrer le narcotrafic ont dû donc s'adapter aux nouveaux impératifs sécuritaires et en empêchant l'entrée de matériel et d'individus qui pourraient servir à des fins terroristes. Donc, avant le 11 septembre 2001, le débat entourant la gestion de la frontière sud était principalement articulé autour de 3 axes, soit l'économie, question d'emploi, question de revenus, le trafic de drogue avec les cartels mexicains et la criminalité. Toutefois, suite aux attaques, ces enjeux sont mis de côté temporairement au profit d'une vision axée sur le terrorisme et la gestion de risque. Donc, même si la frontière du Mexique n'a pas vraiment rapport avec les événements du 11 septembre, là, c'est juste la panique parce qu'on veut se protéger. C'est ça, exactement. C'est une zone qui est vue comme vulnérable. On dit, il y a beaucoup d'immigrants qui traversent puis qui se font pas arrêter. N'importe qui pourrait rentrer puis venir attaquer les États-Unis. Donc, la première législation qui va être mise en place après le 11 septembre, c'est le Patriot Act en octobre 2001, qui a comme objectif d'empêcher et de punir les actes terroristes aux États-Unis et dans le monde, ainsi que d'augmenter les forces policières et les moyens à leur disposition afin de prévenir des actes terroristes. C'est ma traduction un petit peu maladroite. Mais non, on comprend. Un des mandats du Patriot Act est d'augmenter aussi le partage des informations entre les différentes agences de sécurité, puisque l'absence d'une base de données commune aux différentes agences aurait facilité la perpétration des attaques du 11 septembre. Ouais. Ça, c'est un réel problème pour vrai. Parce qu'il n'y avait pas de communication, par exemple, entre les services d'immigration, entre le FBI, entre la CIA, les polices locales. Il n'y avait aucune communication. Chacun tirait un peu la couverte de leur bord et corroborait pas vraiment sauf s'il y avait des grosses enquêtes. Donc, c'est pour ça que certains terroristes qui ont participé dans les attaques du 11 septembre étaient connus de certains services policiers, mais l'information n'avait pas été partagée avec, par exemple, le FBI ou la CIA. Un autre aspect important du Patriot Act, c'est l'implantation immédiate d'un système sécurisé de données permettant de surveiller les entrées et sorties de tous les détenteurs de visa et de vérifier l'authenticité de ceux-ci. Il s'avère que le système qui était en place à l'époque était assez archaïque. C'était un système dans lequel, quand tu rentrais aux États-Unis, tu remplissais une petite fiche, puis là, il fallait que tu détaches un petit morceau de ton papier que tu remettais à l'agent, puis ensuite, lui, devait mettre ça dans une boîte, puis c'était comptabilisé à la main. Mais c'est ça, les papiers se perdaient, puis c'était pas informatisé, c'était pas partagé non plus avec les autres autorités à l'époque. Donc c'était vraiment archaïque et peu fiable. Donc on veut moderniser ça, mettre ça sous forme de base de données. Le Patriot Act exige aussi la création d'un programme de surveillance des étudiants étrangers. C'est un programme qui va être grandement contesté par les universités américaines, qui vont d'ailleurs voir le nombre d'étudiants étrangers baisser drastiquement par la suite à cause des délais puis toute la paperasse administrative puis les enquêtes qui doivent être faites avant de pouvoir venir étudier aux États-Unis. En 2002, on a le US Homeland Security Act qui crée un nouveau ministère, le tout-puissant Department of Homeland Security, le DHS, auquel je vais faire référence souvent dans ma chronique. Donc, les fonctions et responsabilités de plus d'une centaine d'entités gouvernementales sont regroupées sous l'autorité du nouveau département qui est chargé de la sécurité nationale. C'est une réforme administrative d'envergure. En fait, c'est la plus grande restructuration du gouvernement fédéral des 50 dernières années. Mais ça prenait du terrorisme pour faire ça. Oui, il a fallu, c'est ça, un gros boom. Il a fallu un gros événement pour créer cette restructuration-là. Et cette réorganisation sécuritaire va avoir comme objectif de faciliter l'échange d'informations entre les différentes agences gouvernementales. On les regroupe toutes sur le même toit, sous l'autorité du DHS, et de prévenir de nouvelles attaques comme pour empêcher qu'il y ait un autre 11 septembre. En ce qui concerne les services d'immigration, l'ANS, qui est l'Immigration and Naturalization Service, va être démantelé en différentes sections qui vont être remaniées un peu partout, et on va avoir la Border Patrol qui va faire désormais partie du Custom and Border Protection, qui en fait ça va être one face at the border, un seul visage à la frontière, c'est-à-dire que les services de douane, les services d'inspection pour les plantes et les animaux et les services d'immigration vont tous être mis ensemble et vont s'occuper
de l'entièreté de la frontière et ils vont devenir le CBP, Custom and Border Protection. C'est vraiment un changement d'attitude vers vraiment la sécurité nationale qui est vraiment la priorité maintenant. Oui, on peut vraiment le voir justement par le transfert de ministère parce que la Border Patrol, les services d'immigration faisaient partie du ministère de la Justice et vont être transférés vers le ministère de la Sécurité nationale. Ah, voilà. Puis, si on peut faire un rappel historique, en 1924, lorsqu'elle est créée la Border Patrol, elle faisait partie du ministère du Trésor et ensuite va être transférée au ministère du Travail et à partir de 1944, va être transférée au système de justice et ensuite, à partir de 2002, ça va pour le ministère de la Sécurité nationale. Puis, juste, je veux pas comme vraiment trop divulguer de tout ça, mais moi, dans mon image que j'ai toujours un peu de l'immigration aux États-Unis, j'ai toujours un peu comme avec dans le Parrain 2. Oui. Où est-ce qu'il doit arriver par Ellis Island. Oui. Là, ils se font vérifier s'ils n'ont pas des maladies et tout ça, puis après, ils rentrent, puis ils sont corrects. Welcome to the United States. On est loin de là. On est loin de là. C'est plus cette époque-là. C'est vraiment axé, c'est ça, sur la sécurité. Parce que là, dans ce temps-là, on cherchait des travailleurs, c'était tout. C'est ça. Dans ce temps-là, c'est ça. C'était, on voulait des travailleurs, on voulait de la main-d'œuvre, puis on voulait juste s'assurer qu'ils n'amènent pas des maladies. Puis, quand il y avait une récession, ben là, on les, par exemple, dans le cas de la frontière, on les déportait de force au Mexique, les Mexicains, par exemple. Wow. Les Italiens, c'est un petit peu dur de les renvoyer. Oui, c'est un peu dur de les renvoyer, mais il y avait beaucoup de racisme, là. On les excluait d'autres manières, là, à l'intérieur de la société civile. C'est clair. Mais dans un certain sens, je me demande aussi à quel point les Mexicains, ils s'en servent aussi comme une force de travail bon marché. Je veux dire, comme... Oui, ils ont besoin, l'économie américaine est basée sur cette main-d'œuvre qui travaille dans la clandestinité, qui travaille dans l'ombre. Il y a beaucoup d'emplois partout aux États-Unis, puis juste dans le sud-ouest des États-Unis, là, près de la frontière, mais partout aux États-Unis, c'est surtout dans des grandes villes, des grands centres urbains, puis dans certains secteurs spécifiques, la restauration, l'hôtellerie, on pense aussi à l'industrie des aliments, l'industrie alimentaire, mettons pour faire du poulet là, entre autres, là, couper des poulets et tout ça. Il y a beaucoup de travailleurs clandestins qui travaillent là dans ces industries-là. Mais pour en revenir à ce que j'étais, c'est ça, à notre fameuse frontière. C'est quoi les impacts que ça va avoir? C'est que malgré que les terroristes du 11 septembre sont rentrés de manière légale aux États-Unis, beaucoup d'emphase va être mise sur la frontière avec le Mexique, qui est perçu comme un endroit vulnérable. Donc, on va, suite à la création du DHS, la Border Patrol et le CBP vont bénéficier de généreux budgets pour sécuriser la frontière. Autant avec le Canada qu'avec le Mexique, mais beaucoup d'emphase va être mis avec la frontière avec le Mexique. Ouais, beaucoup plus avec le Mexique, parce que, on s'entend que nous autres, il y a un resserrement de sécurité, mais j'imagine que c'est parce qu'on est un pays, tu sais, blanc. Oui, il y a sûrement moins de monde qui disent je vais quitter je vais quitter le Canada. Le mauvais climat économique du Canada parce que je t'ai exploité pour aller aux États-Unis. Alors que je pense que c'est peut-être plus l'inverse. Dans aux États-Unis, c'est là que tu vas te faire exploiter. Oui, surtout de nos jours. Surtout à suite à la... riche aussi. Donc bon, c'est ça. Voilà. Donc, on a deux économies différentes parce que le Mexique est encore considéré comme un pays en voie de développement. Et donc, c'est vraiment différent. Et malgré l'impératif sécuritaire qui pourrait s'appliquer autant au Canada à la frontière avec le Canada que la frontière avec le Mexique, c'est que dans les faits, ça reste beaucoup du contrôle de la main-d'œuvre puis de l'immigration. Donc, on a des généreux budgets pour sécuriser la frontière et on exige que le nombre d'agents de la Border Patrol augmente. Donc, on a un budget annuel de la Border Patrol qui passe de un peu plus d'1 milliard en 2001 annuellement à plus de 3 milliards en 2008. Donc, triplé en moins de 7 ans. C'est incroyable. Ouais, c'est pas des petits budgets. Et même chose pour le nombre d'agents qui augmente de plusieurs milliers avec comme objectif d'atteindre 20 000 agents en 2008, à la fin du deuxième mandat de Bush, alors qu'on en comptait environ 10 000 en 2001. Puis, juste en rétrospective, en 1975, il y avait 1747 agents de la Border Patrol. Puis c'est toujours la même frontière. Là. C'est les mêmes frontières. C'est complètement fou. Il y a aussi la construction d'infrastructures qui va augmenter beaucoup à partir de 2001. C'est pas une nouveauté, il y en avait déjà qui étaient construits. Dans mes chroniques précédentes, j'ai parlé du mur qui avait été construit à San Diego, par exemple, et dans d'autres zones urbaines à partir des années 90. Mais ça va s'accélérer suite aux attaques du 11 septembre. En 2005, le secrétaire du DHS a le pouvoir de lever toute loi empêchant la construction d'infrastructures dans la zone frontalière afin d'accélérer le processus. Donc, il s'agit autant
autant des lois qui portent sur des sites archéologiques et historiques que des règlements sur la qualité de l'eau ou des lois environnementales. C'est complètement fou. Donc, on suspend toutes les... Ouais, tout ce qui pourrait empêcher la construction d'une barrière pour accélérer le processus. Juste pour vous donner une idée. C'est urgent. Ici, j'ai avec moi, ça, c'est une liste de 40 lois qui ont été levées entre 2005 et 2008 par le Department of Homeland Security, juste en Arizona. OK. Puis pour nos auditeurs, c'est une liste qui fait une page de long, certainement. Ouais, c'est ça. Pour le Facebook Live, vous avez la liste, là. C'est quand même... puis c'est ça, c'est autant parce qu'il y a des réserves amérindiennes aussi, des réserves autochtones. J'imagine qu'ils s'en contrefichent. Ouais, des lois pour la préservation de sites archéologiques, puis de la préservation de l'environnement, puis aussi des lois par rapport à la qualité de l'eau, parce qu'il y a beaucoup de fleuves et de rivières qui sont dans ce coin-là. Donc, tout ça va être mis de côté pour construire des murs et des clôtures. Et à partir de 2006, on a le Secure Fence Act qui mandate l'édification de 850 000 de clôtures à la frontière. Oh my God. Finalement, ça va être modifié. On va se limiter à seulement 700 000, qui reste quand même immense, de barrières à la frontière. Aujourd'hui, on retrouve 650 000 de barrières ou clôtures à la frontière. Les barrières, en fait, c'est souvent des longs poteaux en métal pour empêcher les piétons de passer, tandis qu'on a des barrières anti-véhicules qui sont comme des espèces de gros X en métal pour empêcher les véhicules de traverser, entre autres avec des cargaisons de drogue. Bon. Donc, malgré tous les changements qui sont faits au nom de la sécurité nationale, la prévention d'actes terroristes, il reste que dans la pratique, les outils qui vont être mis en place par l'État fédéral sont utilisés principalement pour arrêter et détenir les immigrants irréguliers qui traversent la frontière. C'est ça, c'est comme... finalement, un terrorisme. C'est ça, on utilise le terrorisme parce que ça permet d'avoir des gros budgets puis de faire à peu près tout pour ce qui est de la sécurité nationale. Mais dans les pratiques puis les stratégies, tu sais, sur le terrain, c'est vraiment ces outils-là sont utilisés pour contrôler l'immigration illégale et mettre un frein au trafic de drogue, même si c'est pas évident. Et on s'entend qu'un mur, ça n'empêche pas des narcotrafiquants. C'est ça, j'allais dire. En fait, je me demandais, est-ce que toutes ces mesures-là ont porté fruit, finalement? Est-ce qu'il y a vraiment une diminution de ces... Malheureusement, il va y avoir des conséquences, mais ça va pas être les conséquences qui sont attendues. C'est que les gens vont contourner les murs, les clôtures, en passant par des zones qui sont plus inaccessibles, mais qui sont plus dangereuses, comme le désert, où ce qui augmente les chances d'hypothermie puis de déshydratation, le Rio Grande, où il y a beaucoup de noyades, ou encore les gens vont carrément creuser des tunnels ou passer par-dessus. Il y a beaucoup de clôtures que c'est facile de grimper si on est moindrement agile, puis quand on a des moyens comme si on est un cartel mexicain, on a les moyens de se payer des drones qui peuvent passer par-dessus les murs. Oui. Alors, c'est tout pour moi. Oui, on pourrait en parler longtemps, mais c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour l'émission. Ben, merci encore à tous nos collaborateurs et merci à vous qui nous écoutez. On vous rappelle que l'émission est diffusée en direct tous les vendredis dès 16h sur le site de choc.ca ou si vous voulez nous voir la binette, ben, vous pouvez suivre le live sur Facebook ou YouTube. D'ailleurs, on vous invite à aimer notre page Facebook pour être tenu au courant des contenus de l'émission puis d'autres nouvelles. Sait-on jamais? Venez nous aimer. Ben oui, venez nous aimer, comme tu dis. Et si vous manquez un épisode, ben pas de panique. On peut toujours nous écouter en balado-diffusion via iTunes ou Google Play. Donc, c'était Magali Lagumalté à l'animation d'Histoire de passer le temps sur les ondes de choc. Je vous dis à bientôt et bonne fin de semaine.